Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, mesdames et messieurs. Ce matin, notre invité pour le débat nous vient du Front des Patriotes pour la démocratie, le FPD. Il s'agit du président national de cette formation politique, monsieur Djimon Oré, député à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur Djimon Oré, bonjour. Bonjour, Joachim. Comment est-ce que vous-même vous portez? Nous rendons gloire à Dieu parce que sur le plan santé, physique, nous tenons bien. Dieu veille au grain. Alors, et comment se porte votre parti, le FPD? Au FPD, la sérénité est totale et nous y sommes. Ah, la sérénité est totale et vous y êtes. Mais comment expliquez-vous l'absence du FPD sur l'échiquier national ces derniers temps en matière d'activité politique? Mais activité politique, ça répond à une programmation stratégique pour tout parti politique. Les objectifs que vous êtes assignés dans le temps, à court, à moyen et à long terme. Oui. Et c'est en fonction de cela qu'on agit. On n'agit pas parce qu'on a entendu que ici, tel parti a mené telle activité et soit aussi on saute pour y être. Non. Donc le FPD a son programme. À court terme, nous ne gesticulons pas, mais à moyen et à long terme, nous serons tellement au rendez-vous. Vous serez tellement au rendez-vous à moyen et à long terme. Avant de revenir amplement sur votre parti politique, surtout, on dit chez nous, l'un des yeux, l'un du cœur, puisque vous n'êtes plus très présent, même dans votre fief ces derniers temps, est-ce que d'autres partis ne risquent pas de vous ravir la vedette? On va y revenir, mais allons un peu au Rwanda. Le sommet de l'OIF a pris fin à Erevan en Arménie, où c'est la Rwandaise, la ministre des Affaires étrangères de ce pays, Madame Louise Mushikiwabo, actuelle ministre des Affaires étrangères bien sûr, qui est élue secrétaire générale de l'OIF avec le soutien de plusieurs pays africains. Et là, elle a dit, durant 24 ans, le pouvoir de Kigali n'a pas du tout aimé ce que la France avait fait par rapport par rapport au génocide, mais on constate quand même que le président rwandais promeut ses concitoyens dans les institutions internationales. Est-ce que vous le constatez également? Bon, non, moi je suis d'une analyse totalement contraire par rapport à ce que vous venez d'affirmer. Et il faut souligner que le fait que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda soit arrivée à ce poste, ça témoigne le degré de la mainmise de la France-Afrique sur l'Afrique. Voilà. Ah bon. Oui. Et je m'en souviens très bien, c'est en début de cette année, il a fallu que Paul Kagame aille à Paris à l'Élysée et obtenir auprès de Macron l'arrivée de sa collaboratrice à la tête de l'OIF. Donc ce n'est pas une élue, c'est une désignée de la France-Afrique. Voilà, c'est ce qui est triste. Et nos chefs d'État sont comme des bébés qu'on manipule, et puis c'est tout. Donc ils ne sont pas allés là-bas pour voter, pour désigner. C'est la France qui leur a dit, notre candidate, c'est telle. Et la France l'a choisi pour régler un problème politique d'intérêt national pour la France. Par rapport au génocide de 1994, c'est pour rapprocher le Rwanda. Vous savez, dans l'espace francophone, la francophonie dont on parle, le pays le plus peuplé en Afrique, et même plus que la France, c'est la RDC. Oui. C'est la RDC. Mais comment on va aller prendre une Rwandaise pour mettre à la tête de la francophonie, alors que le Rwanda ne fait même pas un petit quartier d'une ville de la RDC. Alors, là, c'est des négociations que le président aurait faites pour promouvoir ses concitoyens. Non, ça n'a rien à voir. C'est la France elle-même qui veut rapprocher, veut passer l'éponge, faire passer l'éponge sur le contentieux France-Rwanda au sujet de 1994.
Et pour adoucir cela, voilà, c'est un cadeau que Macron offre à Kagame pour adoucir les mœurs. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Renforcer les liens entre Kigali et Paris. Voilà. Ce n'est pas une négociation que Kigali aurait à arracher auprès de la France. La France a intérêt à se rapprocher du Rwanda et dit, bon, je vous donne ce cadeau comme carotte. C'est tout. Et puis, maintenant, on appelle les autres chefs d'État, voilà notre position, ils sont allés pour applaudir. C'est lamentable. C'est lamentable et c'est pour ça que la France-Afrique ne veut pas qu'au sommet des États francophones, qu'il y ait des têtes véritablement indépendantes, à l'image de feu Thomas Sankara. C'est ça. Donc il faut des marionnettes, des éléments de la France-Afrique qu'eux-mêmes ils ont formés et il faut les amener au pouvoir et les maintenir. C'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Mali, où vous avez des présidents de la France-Afrique qui font très bien le jeu. Pour le Togo, on n'en parle pas, c'est le foyer même de la France-Afrique pour toute l'Afrique occidentale, pour les sales boulots. Bon, vous avez de pareils régimes. À quand l'indépendance de l'Afrique? Monsieur Timoré, l'Afrique, elle est indépendante depuis, disons, 1960. Oui, vous savez très bien. Oui. 1960. Pourquoi la France-Afrique a commencé à éliminer les nationalistes? Pourquoi l'assassinat de Sylvanus Olympio? Est-ce que c'est parce que... C'est l'assassinat... Moi, j'ai dit, l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est la remise en cause de l'indépendance du Togo. Jusqu'à ce jour. En tout cas, le président nourrissait l'ambition de taper la monnaie propre au Togo. Ce n'est même pas ça seulement. C'est-à-dire que c'est le patriotisme qui était au rendez-vous. La France-Afrique, ne voulant même pas libérer ses anciennes colonies, a organisé cet assassinat. Et puis maintenant a placé un régime pour détruire le pays. Le Togo n'est pas un pays indépendant. De 63 à nos jours. Soyons clairs là-dessus. C'est très simple. Et dans d'autres pays où ils font semblant, regardez le cas de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on a installé Alassane Ouattara. Et ce qui attend les beaux jours qui sont là devant Alassane Ouattara seront des jours les plus calamiteux devant les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire et à la haie. Et Ouattara, lui, il est ici, alors qu'ils sont les protagonistes des massacres, parce que la France-Afrique en a décidé. C'est tellement grave. Et c'est ce que je dis, nos chefs d'État n'ont pas le courage. Et les chefs d'État de l'Afrique francophone n'ont pas le courage. Les pays anglophones ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés pratiquement. En tout cas, le président ghanéen a craché les 4 vérités à Macron quand il était à Accra il y a quelques mois. Vous savez, bon, j'ai choisi et étudié un peu l'histoire, c'est pas pour rien. Et dans la politique coloniale, la France a pratiqué ce qu'on appelle l'assimilation. La France a détruit les structures locales, alors que la Grande-Bretagne a pratiqué la politique indirecte en maintenant les structures et le respect de ce qui existait avant leur arrivée. Donc la France ayant réussi à assimiler, à fomenter l'esprit des premiers cadres qui l'a fait allier, alors c'est fini. Oui, mais est-ce que les chefs d'État peuvent un jour se départir donc de cette France-Afrique, ou bien qui pourrait aider les Africains à se débarrasser de cette France-Afrique? Ce n'est pas les chefs d'État, c'est le bas peuple. Et comment? Voilà. Le bas peuple n'a pas le pouvoir de décision en fait par rapport à ce qui se trame de manière sournoise et parfois même ésotérique. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans les loges, ça, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi j'ai dit que ce qui se passe au Togo ici, ça me fait sourire. Lorsque 2017, la crise a déclenché, a rebondi, et puis on dit, bon, rapidement, on convoque 3 personnalités des premiers responsables des manifestants à Paris, où ils vont rencontrer Alpha Condé. C'est fini, tout a été scellé. La suite, c'est ce que vous voyez. Et donc, si vous avez l'intelligentsia qui se comporte comme ça dans nos pays, même il peut avoir l'alternance, c'est toujours la même mise de la France-Afrique. Il faut le bas peuple, des vauriens du tout pour diriger. Voilà. Et c'est ce que les Burkinabés ont fait en amenant au pouvoir Thomas Sankara. Lorsque la France a remis cela en cause, ils ont rebondi. Et donc c'est ça le bas peuple qui agit en toute souveraineté. Et je vais vous dire, la Russie, 1917, la révolution bolchevique, ce sont des ouvriers. La Chine dont on parle aujourd'hui, ce sont les paysans qui ont fait la révolution de Mao Tse-tung. Ce sont les paysans.
Donc, si vous êtes là avec les élites corrompues que nous avons dans nos pays au Togo, disant qu'il y aura une alternance avec des cadres politiques très corrompus sont dans les loges avec la France-Afrique, vous pouvez avoir l'alternance, le pays est toujours sous le contrôle de la France-Afrique. Le pays aura toujours les pieds et mains liés. Totalement. Et je vous dis, combien de cadres, leaders politiques togolais sont indépendants vis-à-vis de la France-Afrique? Je n'en connais pas. Ah bon? Et on connaît des choses. Donc, vous aussi, vous l'êtes? Moi, non. Non. Qui peut me faire enrôler dans la France-Afrique? Qui? Je suis issu d'un milieu, une culture que je respecte et que je ne peux pas trahir. Vous êtes conservateur? Si. Alors, M. Djimon-Ré, c'est vrai, vous le dites, que vous avez lâché un mot tout à l'heure, depuis que 3 leaders ont rencontré Alpha Condé à Paris. Alors, c'était donc la fin de ce qu'on... en tout cas, c'est le début de ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Mais je n'ai pas très bien compris. Voilà. Et c'est pour ça, je parle souvent, et certains auditeurs disent que Djimon-Ré insulte, Djimon-Ré fait ceci, cela. Moi, je ne suis pas un esprit naïf en politique. Le peu que j'ai étudié et le peu que j'ai pratiqué, ça me permet de voir clair. Bon, alors, s'il y a crise au Togo, est-ce que c'est en France qu'il faut aller prendre des mesures? Pourquoi? Non, mais à l'époque, le président Alpha Condé était président en exercice de l'Union africaine, oui. Et il s'était impliqué dans la résolution de la crise et il a voulu quand même écouter une partie des protagonistes. Et c'est en France? Il était en déplacement, disons. Et pourquoi? Il ne pouvait plus revenir en Guinée. Il n'y a plus un autre territoire. Et c'est en France. Tout a été décidé au Quai d'Orsay, là où Alpha Condé, comment est-ce qu'il devait mener, quels sont les protagonistes qu'il faut rencontrer, comment est-ce qu'il faut les travailler, comment est-ce qu'il faut les... C'est ce que nos aînés ont fait pendant 28 ans. Le 5 octobre dernier, ça fait 28 ans. C'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est l'être à la des coulisses qui ne diffusent jamais. Accord cadre de Lobé ou bien accord de Ouaga. Oui. Ouaga 1, Ouaga 2. Je n'étais pas en ce temps-là arrivé au sommet de l'UFC. Mais par rapport à l'APG, lorsque délégation de l'UFC allait à Ouaga, lorsqu'ils n'ont pas trouvé le consensus à Lomé ici, ils revenaient nous faire les comptes. On a dit, je n'aime pas vous citer des noms. On les prend, on leur fait des promesses, tu seras Premier ministre, ça suffit pour fermer les yeux sur des négociations. C'est ça, on les traite comme des bambins. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 30 ans pratiquement. Et non, c'est triste. Oui, mais c'était une crise ouverte, on dirait. Et maintenant, il fallait quand même écouter les uns les autres pour qu'on puisse leur prodiguer d'utiles conseils et leur montrer la voie sûre pour la résolution. Ok, la voie sûre pour la résolution, c'est ça, c'est ce que nous observons maintenant, non? C'est bon. Oui, c'est la voie idéale, c'est ce que nous observons maintenant. L'impasse là, elle est où? Voilà. Et il ne faut pas servir le mensonge au peuple parce qu'on veut être d'éternels faiseurs d'opinions et pour des intérêts partisans et particuliers. Non. C'est pourquoi c'est triste. Moi, à l'époque, j'ai dit, mais comment est-ce qu'il y a une crise qui fait des rebondissements? La crise est permanente au Togo depuis 1963. De rebondissement en rebondissement, il y a eu un rebondissement en 2017. Et vous dites que bon, c'est la France qui va aider à la résolution, c'est la CEDEAO qui va aider à la résolution, et voilà là où nous en sommes. Mais le Togo n'est pas un pays singulier. On vit dans une communauté. Très bien. Les Burkinabés, lorsqu'ils ont posé leur acte, vous avez entendu dire que les acteurs ont été invités à Paris, les Burkinabés pour aller négocier à Paris, à Washington ou revenir. Vous avez entendu ça? On se souvient, les chefs d'État se sont réunis à Cotonou et puis une délégation était arrivée quand il y avait le putsch manqué et les Burkinabés n'étaient pas d'accord avec le président Boni Yayi et Macky Sall. Le Sénégalais Macky Sall. C'était pour aller leur faire avaler la couleuvre. Mais les Burkinabés, ils ont maintenu leur position. C'est ça le bas peuple qui agit. Le problème de notre pays, le Togo, c'est que le bas peuple est manipulé par des manipulateurs. Et eux-mêmes aussi manipulés à leur tour. C'est ce que je dis. Et nos aînés, c'est des manipulateurs. On les a manipulés, ils aussi manipulent les peuples. Voilà, ils sont manipulés permanemment. Donc quand vous étiez aussi à l'UFC, vous avez été manipulé? Oui. Vous savez, non, il ne faut pas donner des détails. Ce n'est pas important. Oui, non, mais oui, si vous le dites, puisque cette lutte, vous dites que ça dure depuis pratiquement 30 ans,
Alors, ça veut dire que les leaders d'antan avaient été... C'est les mêmes leaders qui sont encore là. Ils avaient été manipulés. Vous aussi qui étiez leur collabo, vous avez été manipulés? Si je suis arrivé à cette étape où avec des compatriotes, nous avons créé un parti politique appelé OFPD, nous avons pris nos responsabilités et nous refusons de nous comporter comme nos aînés, c'est tirant leçon de ce que nous avons vécu ensemble. Voilà. Alors, Monsieur Djimon Oré, depuis 2017, une crise a éclaté dans notre pays, le Togo, avec Monsieur Tchikpi, l'arrivée sur scène de Monsieur Tchikpi Achadam, le président national du PNP. Mais aujourd'hui, la crise peine toujours à trouver solution, mais nous tendons vers une élection, inexorablement vers une élection. Quel regard jetez-vous sur tout ce qui se fait jusqu'à ce jour? Très bien. Joachim, c'était le 20 juin. Vous m'avez reçu ici, je vous ai dit, ce sont des manœuvres contorsiennes pour pouvoir maintenir, renforcer le régime en place. Vous n'avez pas cru. Vous m'avez dit pourquoi je suis un prophète de malheur. Mais nous y sommes de plein pied. Et je voudrais rectifier quelque chose. Une crise ne s'est pas éclatée en 2017. C'est un rebondissement de la crise permanente. D'accord. Voilà. La crise togolaise date de 63. De rebondissement en rebondissement. Donc elle a rebondi en 2017. Elle va rebondir encore. Ah bon? Et jusqu'à ce qu'on en arrive au Pendant que la CEDEAO aussi est impliquée, elle va rebondir encore. Jusqu'à ce qu'on en arrivera au chaos total. Et puis c'est après ce chaos total que le Togo, ceux qui survivront à ce chaos total pourront exister. Nous sommes au matin, Monsieur Djimon Oré. Je vous dis, allez noter ça. Je peux sortir d'ici, on peut m'assassiner, mais ce que je dis va se réaliser. Voilà. La crise va rebondir 2 fois, 3 fois et déboucher sur le chaos total parce que les acteurs sont de mauvaise foi. Parce que les acteurs sont irresponsables. Et on ne peut pas, dans ces conditions, éviter le chaos total. C'est ça qui s'annonce. Et donc, lorsque j'ai dit, déjà même en décembre, votre confrère, votre collaborateur, Gildas, m'avait reçu ici, j'ai dit, ce n'est pas une solution externe qui va régler la crise de notre pays. Il faut une solution interne. Il faut que les forces vives imposent au régime l'acceptation de tenue d'une assise nationale. Et c'est tout. Mais le chef de l'État, répondant au FPD, a dit à travers Jeune Afrique que lui ne voudrait pas d'une conférence nationale bis. Et très bien, et que lui, c'est un dialogue. Très bien. Le fameux chef de file a sauté pour organiser une conférence de presse pour dire oui, le dialogue, ils sont prêts pour le dialogue, mais c'est avec ceux qui sont à la tête des manifestations, c'est avec C14, ils vont faire dialogue avec le pouvoir en place. Bravo. Et ils ont commencé. Le résultat, c'est quoi? C'est l'impasse. Vous avez des acteurs comme ça qui ne sont pas capables de se surpasser par rapport à l'intérêt général. Alors, on ne peut qu'évoluer vers la catastrophe. On ne peut qu'évoluer vers la catastrophe. Lorsque nous parlions... Les acteurs politiques actuels devraient se surpasser et privilégier l'intérêt général, dites-vous? Et l'intérêt général, c'est d'exiger et d'obtenir la tenue d'une assise nationale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ça, c'est en interne, vous dites? C'est en interne. Mais qu'est-ce qu'on veut chercher à l'externe? On dit CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO. Ils sont venus. Ce qu'ils ont déroulé là, ça, ce n'est pas un accord politique. Ça, c'est un canevas. Ce sont des recommandations. Ce n'est pas un accord politique. Et on nous parle de comité de suivi. Comité de suivi de quoi? De la mise en œuvre de la feuille de route. La feuille de route n'est pas un accord politique. La feuille de route n'est pas un accord politique, c'est un canevas. Est-ce la raison pour laquelle ça peine à être mis en œuvre? Bien entendu. Et puis dites-vous très bien, comment, mon frère Joachim, tu n'es pas tellement âgé, mais si tu faisais partie de cette équipe qui rencontre la CEDEAO, lorsqu'on vient dérouler une feuille pareille, je suis un enseignant, moi. Si je mets sur une copie d'un élève 15 sur 20, ça voudrait dire que c'est une bonne prestation de cet élève. Oui. J'ai entendu des responsables de la C14 dire qu'ils donnent 15 sur 20 à la CEDEAO. Le PNP. Alors, et c'est ça, le résultat de 15, lorsque vous donnez 15 sur 20
à une prestation, ça veut dire que la prestation est tellement élevée. Non, mais ils avaient expliqué en disant qu'ils donnaient 15 sur 20 par rapport à la prise en compte des aspirations. Ça c'est des détails. On vient vous communiquer une feuille de route. Il y a un rebondissement de crise. La crise n'est pas réglée. Et rien n'est fait. Et dans la feuille de route, on vous fixe une date d'élection. On vous communique quelque chose. Et rien n'est réglé. Et dans la feuille de route, déjà, une date est fixée pour élection. Un piège, un traquenard ou quoi? Alors, comment serais-je un politique être naïf jusqu'à ce niveau pour dire oui, il y a une feuille de route valable? C'est pourquoi j'avais dit c'est du chiffon. Oui, alors, à votre entendement au FPD, c'est comme si vous êtes tellement sceptique. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, M. Djimori? Les chefs d'État, est-ce qu'ils auraient pu se passer donc de la fixation de la date ou bien qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? D'abord, selon vous? Mais en histoire, oui, et dans la civilisation de tous les pays, de tous les peuples, les dates sont importantes. Oui. Vous ne pouvez pas donner une date comme ça, facto, sans situer le reste de la feuille de route dans le temps. Bon, ils ont dit réforme de la Cour constitutionnelle. Ça se situe dans le temps par rapport à quoi? À quelle période, on doit réaliser cela? À quelle période? Mais on fixe une date pour les élections. Il n'y a que des esprits faibles pour croire que ça c'est une feuille de route. Ah bon? Ou des complices. Il n'y a que ces deux groupes. Des complices et des esprits faibles. Pour croire que ça c'est une feuille de route de résolution d'une crise. Oui. Voilà. Et comme c'est fait de cette manière, on fixe une date le 20 décembre sans avoir situé la feuille de route dans le temps, la résolution des problèmes dans le temps, c'est pour amener encore le bas peuple à l'abattoir électoral. C'est très simple que ça. Oui, mais aujourd'hui, les énergies convergent vers la tenue des législatives le 20 décembre prochain. Et pour preuve, le recensement électoral se déroule à travers tout le pays. Et les citoyens, disons les populations de votre localité ont été déjà enrôlés. Alors, M. Djimori, pensez-vous que les élections ne pourront pas régler la crise? Alors, et je le dis encore, c'est pour ça que je parle de mauvaise foi. Des aînés tiennent des discours comme quoi le problème de notre pays, c'est la non tenue d'élections correctes. S'il y a élection correcte, la crise serait réglée. La résolution de la crise dans une dictature ne peut être d'ordre électoral. Ça, nulle part. Vous l'avez toujours dit. Oui, si tel est le cas, si tel devrait être le cas, alors, après l'APG, la CENI qui a été mise en place, ça a été une CENI consensuelle. Les résultats, 27 députés, 31 députés. Pour l'ensemble de l'opposition. L'ensemble de l'opposition, 50 pour RPT. Bien. 2010, la CENI, l'opposition a été représentée à la CENI. Résultat, Fonya Singbe président. 2013, l'opposition a été représentée à la CENI. Résultat, 62 députés unis et 29 l'ensemble de l'opposition. 2015, l'opposition a été représentée à la CENI. Même l'ANC a été vice-président. Le CAR a validé les résultats. 2015, qui donne victoire à Fonya Singbe. Et 2018. Mais on vous dira quand même que les représentants de l'ANC ont été chassés. Mais, écoutez, ça change quoi? Ça voudrait dire que la solution n'est pas d'ordre électoral, ça. Tous les exemples que je suis en train de vous donner prouvent que la solution n'est pas d'ordre électoral. Le 20 décembre, même scénario. Cette fois-ci, ils vont se proclamer que ce sont 15 députés. Voilà. Qui va 75 députés? Et ils ont déjà... Le problème, c'est très simple. Ils sont en train de négocier avec certains de la coalition pour trouver un terrain d'entente. Quels sont les sièges qu'il faut vous préserver pour colorer la future législature? C'est tout. Lorsqu'ils vont trouver cette entente-là, le bas peuple à l'abattoir électoral. Et puis après, la crise va rebondir. Dialogue. C'est ça. Et, au finish, la catastrophe totale.
Ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Mais maintenant, monsieur Djimon Ouré, vous êtes le président national du Front des Patriotes pour la démocratie. Vous dites que la résolution de la crise togolaise n'est pas d'ordre électoral. Et vous préconisez une assise nationale. Alors, comment cette assise nationale va être convoquée et quelle sera alors la finalité de cette assise? L'assise nationale doit être convoquée, soit avec le consentement du chef de l'État, soit sans son consentement. Et c'est ce que je dis, les forces vives, si on n'avait pas des élites corrompues au Togo, les forces vives sont là. Je le dis, les organisations socio-professionnelles, religieuses, sont là. Qu'est-ce que ces organisations, que font-elles dans un pays où les acteurs politiques sont dans l'impasse? Ce sont ces organisations qui agissent. Mais vous aussi, le monde des médias privés, vous avez une part de responsabilité. Dans l'enlisement de la crise, oui, dans la résolution. Dans l'enlisement de la crise. Parce que vous-même aussi, la plupart sont manipulés. Les journalistes? La plupart sont manipulés. Non. Pas des tendances. Combien de journalistes arrivent-ils à soutenir la position du professeur Togouata? La position du professeur Togouata, oui. C'est laquelle? Voilà. Et chercher à découvrir, à lire ses recommandations, ses articles. Combien? Alors, lorsque vous faites du sensationnel, on crie, voilà, et ceci ou cela, sans base fondamentale, sans des fondamentaux. Je dis très bien, l'assise nationale doit être convoquée par les Togolais. Le bas peuple va imposer l'assise nationale. Mais le chef de l'État vous a déjà opposé un refus et dit il n'y aura plus jamais de conférence nationale bis. Très bien. Le ministre Barra est revenu en amplifiant en disant il n'y aura plus jamais le 19 août. Et vous pensez que dans ces conditions, votre assise nationale pourrait se tenir? Notre assise, ce n'est pas votre. C'est la voie du salut. Elle va s'imposer tôt ou tard. Ça serait une réussite si elle s'impose avant la catastrophe. Mais si c'est après la catastrophe, ça serait très malheureux. Ce que Ford dit, Barra dit, écoutez, ils n'ont aucune bribe de connaissance dans l'histoire de l'évolution des civilisations. Eux, ils ont un pouvoir militaire et ils consultent le pouvoir militaire pour raconter leur vie. Si Rome et Sparte se sont écroulés, point de régime espéré de durer pour toujours. Le régime de Gnassingbé va s'écrouler un jour, voler en lambeaux comme ça. Et c'est ça la catastrophe à venir. Mais on peut prévenir cela. On peut prévenir cela en organisant juste une assise nationale pour éviter cela. Sinon le régime va s'écrouler. Et maintenant, qui va convoquer cette assise? Vous avez dit le bas peuple, mais comment? La question vous sera reposée tout à l'heure et nous marquons la pause. Dit Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, mesdames et messieurs, avec notre invité, le député Djimon Ouré, qui nous vient du parti, le Front des Patriotes pour la démocratie, FPD. Monsieur le Président national, je vous posais la question de savoir, vous, depuis fort longtemps, vous parlez d'assises nationales de transition. Alors, comment est-ce que le bas peuple va convoquer cette assise? Le bas peuple peut convoquer cette assise en s'imposant de lui-même, que ce ne soit pas des acteurs politiques qui amènent le bas peuple à faire des revendications qui s'apparentent à des revendications syndicales. Voilà. Le bas peuple se lève et s'impose. Vous savez, dans les pays de l'Amérique latine, pour que les peuples de l'Amérique du Sud puissent se débarrasser de la domination impérialiste de l'Occident, c'est le bas peuple partout. Mais le bas peuple togolais aussi devait réussir cette mission, mais il a été floué, manipulé. C'est ce que je dis. Et donc le moment viendra où il pourra s'imposer par lui-même. En ce temps-là, ce n'est plus avec Fort qu'il faut faire la transition politique. Il faudra faire la transition politique sans Fort Gnassingbé, sans les dignitaires du régime. Mais si la voie de la sagesse devait l'obtenir, c'est avec Fort Gnassingbé. Et comme ils refusent et ils s'enlisent, croyant qu'ils ont une armée prétorienne pour toujours, là le bas peuple va tout renverser le moment venu et s'imposer et organiser son assise nationale.
Et c'est ce que vous ne préconisez pas pour le pays. Voilà, c'est ça. Vous pensez que la voie de la sagesse doit primer sur... Obligatoirement, c'est la voie de la sagesse que nous souhaitons. C'est pour ça que, afin d'hypocrisie électorale et dire que lui, l'élection n'a jamais mis fin à une dictature, au règne d'une dictature, ça n'a jamais été le cas. Non. Donc, on ne peut pas traîner là-dessus. Dans le contexte de notre pays, pour aller vers l'avant, j'ai entendu un membre de l'opposition qui a dit que oui, l'actuelle Assemblée nationale n'est plus légitime pour tenir... Monsieur Nicolas Lassana, voilà. Et qu'il faut aller à une constituante. Et nous rejoint. Mais là où ça m'étonne beaucoup pour les aînés, depuis que nous parlions de transition politique, ils n'en voulaient pas. À un moment donné, il a suffi que le président nigérien Buhari lâche le mot, et puis, paf, ils ont commencé aussi au Togo ici à en parler, même société civile Togo debout à en parler. Mais lorsque la CEDEAO est venue balancer ce torchon-là comme feu de route, pif, ils se sont tus, et on ne parle plus de transition, c'est élection, c'est CENI, des errements comme ça. Est-ce que c'est sérieux? Donc, vous tenez encore à la transition que vous préconisez? Mais l'impasse dans laquelle le pays se trouve, quelle est la solution si ce n'est pas la transition? C'est la transition. C'est une constituante, un gouvernement de transition pour opérer les réformes en profondeur et d'une manière consensuelle et régler les problèmes majeurs avant de mettre en place une nouvelle constitution et organiser des élections. C'est la seule voie. Ce qui se fait là, ça c'est de l'amusement. C'est pour contenir ce qu'on appelle la stratégie de pille, mais elle arrivera. Elle arrivera à tout prix. Donc ce qui se passe maintenant, c'est pour continuer la stratégie de pille. Oui. Et c'est dans le temps. Et lorsque ça va s'exploser, personne du régime pour l'arrêter. Donc c'est là, force sortira par la fenêtre, au lieu de sortir par la porte. Et c'est que, certainement, comme vous l'avez dit, la voie de la sagesse doit primer et nous souhaitons vivement que cette voie puisse primer afin que le chaos ne vienne pas dans notre pays. Mais maintenant, le FPD, comment prépare-t-il les législatives du 20 décembre? Ça nous fait sourire. Les législatives du 20 décembre, est-ce que ça a sa raison d'être? Mais le moment venu, le Conseil national du parti va siéger pour donner sa position. Vous savez, je ne dirige pas le parti tout seul. Il y a la base du parti, il y a le comité directeur. Nous n'avons pas encore planché là-dessus. Ça sera au cours d'un conseil national que la décision sera prise. Oui, mais votre fief semble vous échapper, hein? Au profit de qui? D'autres acteurs. Comme qui? Non, c'est pas à moi de vous donner l'exemple. Vous-même, vous le connaissez. Vous connaissez bien sûr. Vous savez, rapidement, la situation de l'Est Mono, il y a la présence des halogènes constitués de groupes Kabylie-Losso. Les halogènes représentent le tiers de la population. Et donc, cette population halogène soutient d'une manière inconditionnelle le régime parce que c'est par rapport à l'existence du régime qui peuvent continuer à faire leur acte de provocation, d'occupation, de domination des terres et tout. Et donc, ils avouent leur soutien inconditionnel au régime. Et là, c'est clair. Donc j'ai entendu que mon confrère Jerry Tama était dans l'Est Mono. Bon, si c'est pour aller partager les voix de leurs frères il est fréquent dans ce milieu. Bien sûr. Oui. Il va rendre visite à ses frères qui sont halogènes chez moi. D'accord. Bon, il fait des promenades, c'est bon. Mais il fait des actions politiques. Il n'a rien à voir avec la conscience collective que moi j'incarne dans l'Est Mono. Non. Mais on ne vous aperçoit plus là-bas. Mais écoutez, je suis suffisamment enraciné. Je suis devenu président du parti. Ce n'est pas pour les Mono. Nous travaillons dans d'autres. Chez toi, j'ai une antenne forte dans Afanya. Ah bon? Mais mon parti ne peut pas prétendre avoir un siège pour le moment dans Afanya Lac. Vous comprenez? Je ne suis pas président du parti pour les Mono. C'est pour ça que ma présence n'est pas très effective lorsque j'étais militant de l'UFC. Mais dire que Jerry Tama va là-bas, ça devait gêner. Non, il n'a qu'à continuer à aller rendre visite à ses frères. Ça se limite là. La coalition peine à intégrer la CENI car l'Union des forces de changement, votre ancien parti, refuse de céder sa place. Monsieur Djimori, votre avis? Oh non. Vous savez,
c'est toujours la question de irresponsabilité des aînés. On dit opposition parlementaire. Nous tous qui sommes de l'opposition parlementaire devrions nous réunir pour discuter de comment est-ce qu'on sera représenté à cette CENI. Mais mon parti n'est même pas intéressé. Nous n'avons pas, même si on nous associait, on dirait feu vert. Ne comptez pas avec nous. Donc, même si on vous donnait un siège à la CENI, vous refuserez? On refuserait. On n'en a pas besoin. Bon, maintenant, vous n'avez pas été consulté? Non, pas du tout. Personne, même au téléphone. Je vais vous donner un exemple. C'est là où le bas peuple ne comprend pas ce qui se passe et on reproche à tort des prises de position de Djimoré. 2014, pour intégrer la CENI dans le compte de l'opposition parlementaire en vue de la présidentielle de 2015. Oui. Mais en ce temps-là, vous savez la brouille qui a eu lieu entre ADI et ANC pour que leur groupe parlementaire s'éclate, c'est à cause de la présence à la CENI. C'était ça la cause. Représentant de ADI voudrait avoir un représentant à la CENI, ce que la ANC n'avait pas concédé, et la ANC s'était entendue avec l'UFC pour que l'UFC soit à la CENI en 2014. Ouamao était présent à la CENI en 2014 ou pas? Oui. Au détriment de ADI. Et pourquoi il y a eu éclatement du groupe parlementaire ANC-ADI? C'était jusqu'à ce qu'un député a dit quitte ou claque la porte à ADI. C'était à cause de cela. En ce temps-là, l'UFC faisait partie de l'opposition parlementaire ou pas? Et pourquoi l'ANC s'était entendu avec l'UFC et le CAR pour représenter l'opposition parlementaire en 2014? Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui ils font le contraire? Vous comprenez? Donc, et là encore en 2014, je n'ai pas été consulté. Bon, disons, avant que vous ne répartissiez votre représentation à la CENI, oui. Est-ce que l'opposition parlementaire dans sa globalité, vous ne vous asseyez pas, discuter, échanger entre vous? Mais non, ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas. Ça n'a jamais eu lieu. Ou bien ça se déroule entre certains partis? Ça se déroule entre certains partis. C'est comme ça ils se sont partagés aussi les missions pendant 5 ans. Et ça me fait sourire, C'est comme ça ils se sont partagés les missions avec le régime pendant 5 ans et les postes de responsabilité, président des réseaux et tout. C'est comme cela. Maintenant, lorsque on ne nous associe pas, on ne m'associe pas, ça me fait sourire. Nous avons une représentation qui est digne sur le territoire national. En 2015, M. Fabre, qui ne m'a pas consulté pour la question de la représentation de l'opposition parlementaire à la CENI, venait me demander mon soutien pour la présidentielle. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Alors, non, dire qu'ils ne sont pas sérieux, est-ce que c'est pas trop dire? C'est pas sérieux. Je le dis. On se connaît. Qui parmi eux ne me connaît pas? Qui je ne connais pas là-bas? Alors là, visiblement, vous êtes aigri. Mais ce n'est pas aigri. Oui? Je dis la vérité. C'est-à-dire dans les normes des choses, ce qui doit être fait. Si je veux t'ignorer souverainement, après tout, je n'ai pas besoin de toi. Mais si je t'ignore souverainement et après tout, je te sollicite, je te prends pour un idiot. Et si tu ne l'es pas... Et donc maintenant, l'UFC refuse de céder sa place à la CENI. Ce n'est pas fait de refuser de céder ce sujet-là. Donc l'UFC est dans son droit ou bien comment? Je ne suis pas ici comme avocat d'un parti politique. Je suis ici comme représentant du FPD. Oui. J'ai dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Tout ça là, c'est de la pagaille. Ça règle aucun problème. Que la CENI soit intégrée par l'opposition parlementaire sans l'UFC ou avec l'UFC, ça ne changera rien. Le chiffre que l'UNI veut s'attribuer, ils vont s'attribuer ce chiffre le moment venu. Oui, mais est-ce que vous appelez du moins vos militants à aller se faire enrôler? Nous n'avons pas tenu de communiqué. Nous n'avons pas lancé un communiqué. Et voilà, vous avez maintenant l'antenne. Quel est votre mot? Non, on n'a pas... Je vous dis, la solution n'est pas d'ordre électoral. 22 21 80 99 92 02 80 63. Quelques personnes pour intervenir en direct. Allô? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, cher ami Komi. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Quel conseil
le président approche de l'opposition qui se bouscule pour une députation, qui se bouscule pour un éventuel poste de chef de file de l'opposition, qui se bouscule pour un rien du tout, pour partager encore le Togo en A, en B, en C. Parce qu'on dit souvent chez nous, mais nous, Koklo Tchofoua, à vous, pour la boba. Bien noté, cher ami Komi. Et nous allons prendre M. Abalo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Je voulais poser une question à votre invité. Allez-y. Oui, bon, bien sûr. Comme tu dis que pendant ce temps-là, ces années de l'opposition sont corrompus. Concernant la grève de la fin de monsieur. Il n'a pas, pour le moment, M. Djimoré n'a pas prononcé le mot « les aînés sont corrompus ». En tout cas, dans le débat actuel. Djimoré a vu, et comment le côté mafia a vu que les autres sont corrompus, et maintenant il a dû prendre l'option de grève de faim. Je n'arrive pas à bien saisir le fond de votre question, sincèrement, monsieur Abalo. Sincèrement. Merci tout de même. Et nous allons prendre Kanidek. Bonjour. Bonjour, Yachir. Oui. Bonjour, Président. Bonjour. Bon, moi, mon inquiétude, et vous parlez d'une assise nationale. Mais je pense que ça doit se passer par la cohésion et la fraternité nationale. Mais Yachir vient de vous voir là-bas et apparemment il dit que vous êtes aigri. Comment comptez-vous maintenant aborder vos adversaires ou bien vos partenaires politiques pour pouvoir avoir cette cohésion et puis aller à cette assise nationale-là? Merci. Et le dernier intervenant, c'est Seydou. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacien. Oui. Bonjour, honorable. Bonjour. Monsieur le député, s'il vous plaît, quand vous étiez comme ministre de la Communication, je crois que vous étiez au gouvernement, tout allait bien dans ce pays. Mais pourquoi quand vous êtes tout va bien, quand vous sortez maintenant, vous trouvez que ça ne va pas? Selon moi, responsable, quand vous êtes dedans, que ça ne va pas, vous me disiez que ça ne va pas. Pourquoi sortir d'abord avant de dire que ça ne va pas? Merci. D'accord. Bien noté. Alors, monsieur le ministre, quand vous étiez au gouvernement, tout allait bien. C'était un Eldorado, mais c'est quand vous êtes out et aujourd'hui tout ne marche pas bien. Non, c'est des propos de naïfs. C'est des naïfs qui parlent comme ça. Et ils ne comprennent absolument rien de la fonctionnalité d'un gouvernement. Vous ne pouvez pas être membre d'un gouvernement sous la bannière d'un accord et sortir pour aller dire à la place du public ce que vous faites là-bas, les propositions que vous faites là. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Non, donc c'est des naïfs qui posent... Secret d'État. Alors, vous savez, tout ce que moi j'ai eu à faire là, ce que Ford sait de moi, ce que je sais de lui, pendant 3 ans, ce que je sais de Kofi Humbo, ce que Humbo sait de moi, ce que je sais de Gilles Christ dans l'accord, ce qu'il sait de moi, je vais mettre ça à la place publique. Et c'est sa responsabilité politique. Ça ne se fait pas comme ça. Même quand c'est sous l'arbre à palabre, ça ne se dit pas. Le pavé ne se dévoile pas comme ça. Alors, Kani, dès que vous posez la question, vous préconisez l'assise nationale. Or, il faut une cohésion au sein de la famille de l'opposition avant que vous ne puissiez appeler à cette assise. Même le parti au pouvoir. Comment comptez-vous le faire? Très bien. Il ne faut pas personnaliser le problème politique de notre pays. Certains commettent cette erreur. Ce n'est pas un problème de Djimon Oré. Ce n'est pas une solution à Djimon Oré. Ce n'est pas une solution de Djimon Oré. C'est une solution nationale. Donc, ce n'est pas une question de dire que Djimon Oré, qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'assise nationale, la cohésion nationale revienne. Il ne faut pas personnaliser le débat. Mon parti émet des idées. Et la politique, c'est ça. C'est la formulation des propositions. Vous critiquez et vous proposez. Le FPD critique. Et le FPD fait des propositions. C'est notre mission fondamentale en tant que parti politique.
Voilà, on ne peut pas nous reprocher cela. Maintenant, ces propositions, si elles ne sont pas acceptées par les adversaires, c'est de bonne guerre. Mais nous disons que ça va s'imposer le moment venu. Mais le président du PSDT, M. Lawson Laurent, lui aussi préconise aller à une transition qui passerait d'abord par une assise et qui doit aussi faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, se parler et définir les voies et les voies à suivre. Non, tous ceux qui se sortiront pour rejoindre notre idée, nous disons bravo. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est une bonne chose. Quel conseil avez-vous pour les opposants qui, selon notre auditeur commis, se bousculent pour chef de file de l'opposition ou se bousculent pour avoir de postes? Écoutez, moi, je n'ai pas de conseil. Mon parti n'a pas la prétention de donner de conseils à des aînés comme cela. Ils savent pourquoi ils jouent à ce jeu. Alors là, mais moi je dis, le moment venu, le bas peuple va tout régler. Monsieur Djima-Oré, nous avons des informations assez persistantes que beaucoup de marchands ou de commerçants qui transitent entre Agné et votre localité, Lavagnon, Kamina, etc., parce qu'il y a des grands marchés là-bas, alors ils sont le plus souvent victimes des braquages. Parfois de la part des peuls, etc., etc. Quelle solution préconisez-vous pour que cela soit très rapidement résolu? Quelle solution? Je ne suis pas les... D'abord, les voies sont impraticables. Je viens de là, Je suis rentré de l'Est Mono. C'est juste le mercredi dernier. Arrivé à certains niveaux, je laisse la voiture pour prendre la moto et arriver à des niveaux, tu laisses la moto pour aller à pied. C'est comme ça. Monsieur Djima-Oré, vous dites la réalité? La réalité. Je viens, ce mercredi dernier, je suis rentré de chez moi. Alors, à des niveaux, vous abandonnez la voiture pour prendre une moto. Mais à des niveaux donnés, il faut laisser la moto pour aller à pied. Alors, et pour un règne de 50 ans, un règne cinquantenaire, on a une bande de 56 000 km² qui est dans cette situation. Alors, les braquages, c'est vite fait. Puisque vous ne pouvez pas faire 2 km sans tomber dans des trous énormes où il n'y a pas de passage, les cours d'eau. Bon, alors, et c'est dans cette région que le chef de l'État a envoyé un grand officier, colonel, très réputé, tristement célèbre, colonel Bitenoué. Il fait quoi? Et il a les braquages. Il n'en a pour rien. Il fait quoi? Il a des braquages. Un officier à la tête d'une région et il a les braquages. Quel est son rôle? Ces derniers temps, on constate que ce soit à Lomé ou bien à Saint-Cassé. Hier seulement, des gens lourdement armés, mais le plus souvent, leur mode opératoire, c'est de venir à moto et tirer pour pouvoir déposséder les personnes de leurs biens. Il s'est passé de pire que ça à l'aéroport ici, non? Il y a 2 ans. Oui, c'était en 2015. Alors, à moto, on a dépossédé dans un pays surmilitarisé comme le nôtre, il se passe des choses comme ça. Allez-y fouiller. Monsieur Djima-Oré, nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi plutôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. L'information, elle vous retrouve toujours. Cette fois-ci en Mina, ou disons en Évé, ce serait à partir de 9h. À 13h, deuxième rendez-vous de l'édition en français. Troisième rendez-vous, c'est pour 18h. Mais cette émission qui s'achève vous sera rediffusée à 22h. Je vous souhaite et je nous souhaite tous excellente semaine.